En quelques minutes, une voix renverse la peur. Elle circule ensuite, se propage et transforme une menace individuelle en défi collectif qui déborde largement le cadre d'un discours isolé. D'un côté, la perspective de la mort, de l'autre, l'affirmation qu'une idée survit au bal avec des effets immédiats sur la cohésion nationale, la confiance populaire et la perception extérieure du pouvoir. Que change concrètement pour chacun le moment où Ibrahim Traoré affirme que le message dépasse l'homme, engage la société entière et redéfinit la responsabilité de ceux qui écoutent? Un avenir bref se dessine, guidé par la dignité plutôt que la crainte. Ce qui suit ne cherche ni à glorifier un homme ni à condamner un camp, mais à clarifier les enjeux réels d'un moment politique qui dépasse largement une allocution. En comprenant cette séquence, le lecteur gagne une chose précise, la capacité de relier un discours à ses effets concrets sur l'État, l'économie et la société, sans slogan ni raccourci. Le pari implicite est risqué lorsque le pouvoir s'exprime en termes de dignité et de refus de la peur. Il élève les attentes, réduit la marge de manœuvre et s'expose à des tests rapides sur le terrain. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est donc pas seulement symbolique. Il touche à la crédibilité, à la cohésion interne et à la lecture que font les partenaires extérieurs de la trajectoire du Burkina Faso. À court terme, ces mots peuvent renforcer l'adhésion. À moyen terme, ils obligent à produire des résultats visibles. C'est là que se situe le cœur de l'analyse. Comprendre comment une parole mobilisatrice crée à la fois un capital politique et une dette d'action. Ce décalage potentiel entre promesse et réalité, s'il n'est pas maîtrisé, devient un point de friction majeur. La suite démonte ce mécanisme pas à pas en reliant intention, contrainte et conséquences mesurables. La portée de ce discours tient moins à son ton qu'à son effet immédiat. En très peu de temps, il a déplacé le centre de gravité du débat, de la survie d'un dirigeant vers la permanence d'une idée. Comparé aux prises de parole précédentes du pouvoir, souvent défensives ou techniques, ce moment marque un basculement clair vers une narration existentielle, où l'enjeu est l'identité collective plutôt que la sécurité personnelle. Pour comprendre pourquoi cette bascule compte, il faut revenir au contexte condensé dans lequel elle surgit. Le Burkina Faso traverse une période où la pression s'exerce simultanément sur plusieurs fronts. Insécurité persistante, attentes sociales élevées et regard extérieur attentif parfois soupçonneux. Dans cet environnement, chaque mot prononcé au sommet est interprété comme un signal. Ibrahim Traoré s'inscrit ici dans une tradition discursive, déjà connue en Afrique de l'Ouest, celle qui oppose la dignité à la dépendance, mais il en modifie l'angle. Le propos n'est pas formulé comme une promesse de victoire rapide, ni comme un appel à la patience, mais comme une redéfinition du sujet politique. Ce n'est plus l'homme au pouvoir qui serait central, c'est la conscience populaire. Ce glissement explique la résonance rapide du message, en niant explicitement l'idée qu'éliminer un leader suffirait à arrêter un mouvement. Le discours retire de la valeur stratégique à la menace individuelle. En parallèle, il transfère la responsabilité vers un collectif élargi: agriculteurs, soldats, étudiants, travailleurs. Cette inclusion n'est pas décorative. Elle sert à installer l'idée que la continuité du projet ne dépend plus d'une figure unique. Le contexte régional renforce cette lecture. Dans le Sahel, les changements de régime récents ont souvent été accompagnés d'une fragilité narrative, beaucoup de promesses, peu de cadres explicites pour la suite. Ici, la parole tente de combler ce vide en amont, en posant une ligne symbolique difficile à inverser sans coup politique. C'est cette combinaison, moment tendu, récit identitaire et transfert de responsabilité, qui constitue la véritable révélation de cette séquence. Pour saisir les premiers effets de ce discours, il faut quitter l'abstraction
et suivre un personnage type qui traverse le récit sans être nommé. Ce n'est ni un dirigeant, ni un porte-parole officiel, mais un acteur ordinaire placé au croisement des tensions actuelles. Agriculteur dans une zone exposée, soldat mobilisé, loin de sa famille, étudiant confronté à un avenir incertain, ce personnage incarne la réception concrète des mots prononcés au sommet. Dans les heures qui suivent la prise de parole, l'effet n'est pas une mobilisation spectaculaire, mais un déplacement plus discret. Les conversations changent de ton. La peur n'est pas niée, mais elle cesse d'être le seul cadre d'interprétation. Le discours agit comme un filtre. Il autorise à penser l'épreuve non plus seulement comme une fatalité individuelle, mais comme une expérience partagée. Cette autorisation compte car elle conditionne la manière dont les sacrifices sont acceptés ou contestés. Le rôle de guide ne tient donc pas à une injonction directe, mais à une reformulation implicite du sens de l'effort. Lorsque l'idée de dignité est ce qui est placée ni au centre, elle redéfinit ce qui est supportable et ce qui ne l'est plus. Pour certains, cela renforce l'endurance. Pour d'autres, cela aiguise l'exigence de cohérence entre les paroles et les actes. Dans les deux cas, l'effet est immédiat. L'indifférence recule. Ces premiers impacts restent fragiles. Ils dépendent de signaux rapides, visibles, même modestes, capables de confirmer que la parole n'était pas un simple exercice rhétorique. Sans ces confirmations, l'élan peut se retourner en frustration. C'est là le point clé. Transformer un sursaut symbolique en dynamique durable. Avant cette prise de parole, la séquence politique suivait un schéma relativement prévisible. Les menaces, réelles ou supposées, occupaient l'espace public. Les discussions tournaient autour de la sécurité personnelle des dirigeants, de la solidité des alliances et de la capacité à tenir face aux pressions. La peur servait de cadre dominant, parfois implicite, parfois assumé. Après le discours, le centre de gravité se déplace nettement. Le propos ne s'attarde pas sur la protection d'un homme, mais sur l'impossibilité d'étouffer une idée partagée. Ce basculement modifie la lecture des événements qui suivent. Le déclenchement est d'abord discursif. En affirmant que la mort d'un leader ne mettrait pas fin au mouvement, le message neutralise symboliquement l'arme principale de l'intimidation. La menace cesse d'être un levier décisif et devient un élément presque secondaire du récit. Ce changement n'élimine pas le danger, mais il en réduit la valeur stratégique. Pour ceux qui écoutent, le calcul implicite évolue. Le coût de la peur apparaît moins élevé que le coût du renoncement. Le climax se situe dans la manière dont cette idée est élargie. Le discours ne s'adresse pas à un public abstrait, mais énumère des figures concrètes de la société. Agriculteurs, soldats, jeunes, travailleurs sont inclus dans une même responsabilité symbolique. Cette inclusion produit un effet d'alignement. Chacun est invité à se reconnaître comme porteur du projet, non comme simple spectateur. À ce stade, la parole devient performative. Elle ne décrit pas seulement une réalité, elle tente de la créer. C'est ici qu'intervient la figure d'Ibrahim Traoré, non comme héros central, mais comme point de passage. Il se présente comme un relais presque interchangeable entre des générations de résistance passée et une mobilisation présente. Cette posture est stratégique. Elle vise à éviter la personnalisation excessive du pouvoir tout en conservant une autorité narrative. Le message suggère que le mouvement lui survivrait, ce qui renforce à la fois sa gravité et sa crédibilité apparente. Les répliques de cette séquence se manifestent ensuite de façon diffuse. Les discussions publiques reprennent le vocabulaire du discours. Les notions de dignité, de vérité et de refus de la peur circulent, parfois reprises mot pour mot, parfois reformulées. Ce n'est pas une explosion immédiate, mais une propagation lente, presque souterraine. Dans ce processus, chaque reprise agit comme une confirmation implicite que le cadre proposé est accepté, au moins partiellement. Cependant,
Cette dynamique comporte une fragilité structurelle. Plus le discours affirme l'irréversibilité du mouvement, plus il réduit l'espace pour le compromis et l'ajustement. La parole ferme des portes autant qu'elle en ouvre. Si les actes qui suivent ne soutiennent pas cette promesse de continuité collective, la dissonance devient visible. Le même mécanisme qui mobilise peut alors produire une déception amplifiée. Ainsi, la chaîne des événements ne se résume pas à un avant et un après simpliste. Elle décrit un enchaînement précis: neutralisation de la peur, élargissement de la responsabilité, diffusion du récit, puis attente accrue de cohérence. C'est dans cette tension, créée par la parole elle-même, que se joue la suite. La lecture factuelle commence par une ligne de base simple. Avant cette prise de parole, la peur fonctionnait comme un multiplicateur de contraintes. Elle pesait sur les décisions individuelles, réduisait la tolérance au risque et fragmentait les attentes entre groupes sociaux. Après le discours, sans faire disparaître les dangers, le cadre change. La peur ne disparaît pas, mais sa capacité à paralyser recule, remplacée par une référence plus mobilisatrice, celle de la dignité collective. Un premier indicateur apparaît: l'évolution du registre public. Avant, les échanges dominants mettaient l'accent sur la survie, la protection et l'évitement. Après, le vocabulaire se déplace vers la responsabilité, la continuité et la participation. Ce glissement n'est pas anecdotique. Il signale une modification du coût perçu de l'engagement. S'exprimer ou agir cesse d'être vu uniquement comme une prise de risque personnel et devient un acte inscrit dans un effort partagé. Cette transformation qualitative constitue un delta mesurable dans la manière dont l'espace public se structure. Un deuxième indicateur se dessine: la redistribution symbolique du leadership. La ligne de base reposait sur une forte personnalisation. L'avenir semblait suspendu à la solidité d'un individu ou d'un cercle restreint. Le discours introduit une rupture nette. En insistant sur le fait qu'une idée survit à l'homme, Ibrahim Traoré redéfinit le centre de gravité. Le leadership est présenté comme diffus, porté par une pluralité d'acteurs ordinaires. Le delta ici réside dans la perception de la continuité. La disparition d'une figure n'équivaut plus automatiquement à l'effondrement du projet. Un troisième indicateur se confirme: la tolérance sociale à l'effort. Avant, les sacrifices étaient acceptés par résignation, souvent sans horizon clair. Après, ils sont requalifiés comme le prix d'un choix assumé. Cette requalification modifie l'équation mentale des citoyens. L'effort n'est plus seulement subi, il est intégré à un récit de reconquête. Le changement ne garantit pas l'adhésion de tous, mais il augmente la capacité du discours à justifier des décisions difficiles sans provoquer immédiatement un rejet massif. Pris ensemble, ces trois éléments dessinent une dynamique cohérente. Le passage d'un cadre centré sur la peur à un cadre centré sur la dignité produit un effet cumulatif. Il réduit la fragmentation, élargit la base de responsabilité et renforce la résilience symbolique du projet politique. Toutefois, cette lecture factuelle doit rester prudente. Les indicateurs observés sont encore fragiles et dépendent fortement de la suite des actions concrètes. La preuve la plus solide n'est donc pas dans une statistique isolée, mais dans la cohérence entre parole et pratique. Si les décisions à venir confirment ce déplacement, le delta s'installe durablement. Si elles le contredisent, la ligne de base initiale reprend le dessus, avec une déception accrue. C'est sur ce fil étroit que se joue la crédibilité réelle du message. L'analyse gagne en solidité lorsqu'elle prend au sérieux les critiques les plus fortes sans les caricaturer. La première objection consiste à dire que ce type de discours est essentiellement symbolique. Selon cette lecture, affirmer que les idées survivent aux hommes peut mobiliser émotionnellement, mais ne change rien aux contraintes matérielles. Insécurité persistante,
capacité institutionnelle limitée et dépendances économiques héritées. Le risque serait alors de créer une exaltation temporaire, suivie d'un retour brutal au réel lorsque les résultats tardent à apparaître. La seconde objection met en cause la personnalisation malgré le discours. Même en proclamant que le mouvement dépasse l'individu, la figure d'Ibrahim Traoré reste centrale. Sa voix, son ton et sa posture structurent la narration. Les critiques soulignent que cette centralité peut, paradoxalement, renforcer la dépendance symbolique à un leader au lieu de la dissoudre. Dans ce cas, la promesse d'un leadership diffus serait davantage déclarative qu'opérationnelle. Ces deux arguments sont sérieux et largement partagés dans l'analyse politique. Pourtant, ils appellent une réponse nuancée. Sur le premier point, la portée d'un discours ne se mesure pas uniquement à ses effets matériels immédiats. Dans des contextes de fortes contraintes, la redéfinition du cadre mental précède souvent les transformations pratiques. Ce n'est pas une garantie de succès, mais une condition nécessaire. Sans changement de récit, les politiques les plus pragmatiques peinent à être acceptées ou comprises. Sur le second point, la tension entre incarnation et dépassement est réelle, mais elle n'est pas nouvelle. Le discours tente précisément de la gérer en mettant en scène le leader comme un relais plutôt que comme une fin. Ibrahim Traoré se présente explicitement comme remplaçable, ce qui constitue une rupture par rapport à une tradition de personnalisation assumée. Cette posture ne supprime pas la centralité de sa figure, mais elle en modifie la signification politique. La réponse la plus solide à ces objections tient donc dans le temps. Si la narration d'un projet collectif se traduit par des mécanismes concrets de participation et de responsabilité partagée, les critiques perdent de leur force. A l'inverse, si le pouvoir reste concentré sans relais visible, elles s'imposent. Le discours ouvre une possibilité, il ne la réalise pas à lui seul. La révélation centrale n'est pas dans la dénonciation d'un adversaire extérieur, mais dans la redéfinition du sujet politique lui-même. À ce point du récit, le discours cesse d'être seulement un acte de résistance verbale et devient une tentative de reprogrammation des attentes collectives. L'idée clé est simple mais lourde de conséquences. La légitimité ne vient plus de la protection promise par un pouvoir, elle vient de la participation assumée d'une société. Ce déplacement change la nature du contrat implicite entre gouvernants et gouvernés. Si chacun est présenté comme porteur du projet, alors l'État n'est plus uniquement un bouclier, mais un cadre d'organisation. Cette lecture transforme la patience en responsabilité et la loyauté en exigence. Elle rend aussi plus visible la ligne de fracture entre ceux qui acceptent ce rôle actif et ceux qui préfèrent une relation plus passive au pouvoir. Ibrahim Traoré apparaît ici comme le vecteur de cette bascule, non comme son aboutissement. La parole n'ordonne pas, elle expose une condition. Elle dit en substance que la continuité dépend moins de la survie d'un homme que de la capacité collective à endosser un effort durable. Ce n'est pas un appel à l'héroïsme permanent, mais à la constance. À mi-parcours, cette révélation éclaire tout ce qui précède et prépare ce qui suit. Elle explique pourquoi les mots ont un tel poids et pourquoi les actes à venir seront jugés plus sévèrement. La question devient alors inévitable. Qui accepte réellement cette charge nouvelle? Les effets les plus visibles de cette parole apparaissent lorsque l'on observe ses répercussions sur quatre groupes distincts, chacun exposé différemment aux contraintes du moment. Pour l'État d'abord, le discours redéfinit la source de légitimité. En plaçant la dignité et la responsabilité collective au centre, il élève le seuil d'exigence. Les institutions ne sont plus jugées seulement sur leur capacité à contenir la menace, mais sur leur aptitude à traduire un récit mobilisateur en décisions cohérentes. Cette pression est immédiate.
Chaque mesure prise après une telle déclaration est interprétée comme un test de sincérité, renforçant ou affaiblissant la crédibilité du pouvoir incarné par Ibrahim Traoré. Du côté des entreprises et des acteurs économiques, l'impact est plus ambivalent. D'un côté, la stabilité narrative peut rassurer en donnant le sentiment d'une direction claire et assumée. De l'autre, l'accent mis sur la souveraineté et la dignité nationale introduit une incertitude sur les règles du jeu futur. Les acteurs locaux peuvent y voir une opportunité de reconnaissance accrue, tandis que les partenaires extérieurs adoptent une posture d'attente prudente. Le discours ne ferme pas l'espace économique, mais il le conditionne davantage à une lecture politique du moment. Pour les citoyens, les conséquences sont plus immédiates et plus diffuses à la fois. Le message agit comme un miroir. Il invite chacun à se percevoir non comme victime passive des circonstances, mais comme détenteur d'une part de responsabilité dans la trajectoire collective. Cette injonction peut produire de l'adhésion, notamment chez ceux qui se reconnaissent dans le vocabulaire de la dignité et du refus de la peur. Elle peut aussi susciter une fatigue silencieuse chez ceux qui portent déjà le poids quotidien des contraintes matérielles. L'effet n'est donc pas uniforme. Il oscille entre mobilisation et attente vigilante. Enfin, à l'échelle régionale, le discours est lu comme un signal politique. Dans un Sahel marqué par des transitions rapides et des récits concurrents, l'affirmation qu'un projet survit à l'homme qui le porte résonne au-delà des frontières. Elle suggère une volonté de rompre avec des cycles d'instabilité centrés sur des figures éphémères. Cette lecture attire l'attention, mais elle accroît aussi la surveillance. Les voisins et les partenaires évaluent désormais la capacité du Burkina Faso à maintenir cette cohérence dans le temps. Pris ensemble, ces quatre niveaux dessinent un paysage complexe. La parole d'Ibrahim Traoré ne produit pas un effet unique, mais une série de tensions ajustées à chaque groupe. Elle renforce certaines attentes, en crée de nouvelles et rend les écarts plus visibles. Le véritable enjeu n'est donc pas l'adhésion immédiate, mais la gestion de ses conséquences différenciées. La suite dépendra d'un point précis. Comment ces attentes multiples seront-elles arbitrées sans briser l'équilibre fragile qu'elles ont créé? À partir de cette parole fondatrice, trois trajectoires plausibles se dessinent à court et moyen terme, sans prétendre prédire l'avenir, mais en clarifiant les conditions de chaque issue. Dans le scénario de base, le plus probable, le pouvoir parvient à maintenir la cohérence du récit sans transformation spectaculaire. Les décisions prises restent alignées avec le discours de dignité, mais avancent lentement, freinées par les contraintes sécuritaires et économiques. Si cette continuité est tenue, alors la confiance se stabilise sans s'élargir fortement. Le message conserve sa valeur symbolique, mais devient une référence plutôt qu'un moteur d'accélération. Dans le scénario optimiste, la parole est suivie de signaux concrets, même limités, mais clairement lisibles. Si des mécanismes visibles de participation, de transparence ou de redistribution symbolique apparaissent, alors le discours initial se transforme en levier durable. La dignité cesse d'être seulement un principe invoqué et devient un critère d'action. Dans ce cas, l'autorité d'Ibrahim Traoré se consolide non par la force, mais par la cohérence perçue entre mots et actes. L'adhésion s'élargit et la patience sociale gagne en profondeur. Le scénario pessimiste repose sur une rupture rapide entre narration et réalité. Si les décisions contredisent la promesse de responsabilité collective, alors le discours se retourne contre lui-même. La dignité invoquée devient un étalon de critique. Les attentes élevées accélèrent la déception et le capital symbolique accumulé s'érode plus vite qu'il ne s'est construit. Dans cette configuration, la parole initiale est relue comme un moment rhétorique sans prolongement opérationnel. Ces scénarios ne s'excluent pas totalement.
Ils peuvent coexister selon les secteurs et les périodes. L'enjeu analytique n'est donc pas de choisir le plus séduisant, mais de comprendre les conditions qui font basculer de l'un à l'autre. La clé réside dans une question simple. Les actes à venir confirment-ils la responsabilité partagée annoncée ou la laissent-ils à l'état de slogan? Pour le lecteur, la recommandation était méthodologique. Plutôt que d'évaluer le pouvoir sur des promesses générales, il faut observer des décisions précises et répétées. C'est à ce niveau que se joue la différence entre continuité symbolique et transformation réelle. Si cette distinction est claire, alors le discours cesse d'être un événement isolé et devient un repère pour lire les mois à venir. À ce stade, l'analyse cesse d'être abstraite et se rapproche de l'expérience du lecteur, car les effets décrits ne restent pas confinés au cercle du pouvoir. Pour un premier groupe composé de citoyens engagés ou attentifs à la vie publique, le discours agit comme un cadre de lecture. Il fournit des repères pour interpréter les décisions à venir, distinguer les gestes cohérents des signaux contradictoires et formuler des attentes plus structurées. L'intérêt n'est pas de croire ou de rejeter, mais de mieux comprendre. Un deuxième groupe plus large vit ces enjeux de manière indirecte. Il s'agit de ceux dont les priorités quotidiennes sont dominées par le travail, la sécurité ou les contraintes matérielles. Pour eux, la parole politique n'a de valeur que si elle éclaire des choix concrets. Le discours sur la dignité peut résonner, mais il reste fragile tant qu'il n'est pas relié à des améliorations perceptibles, même modestes. L'impact est alors silencieux, une attente prudente plutôt qu'un enthousiasme visible. Un troisième groupe, enfin, observe avec distance, parfois avec scepticisme. Ces lecteurs se méfient des grands récits et privilégient les preuves accumulées dans le temps. Pour eux, l'intérêt de la séquence analysée réside moins dans le message lui-même que dans ce qu'il permet de tester. La cohérence, la constance et la capacité à accepter la critique deviennent les critères centraux d'évaluation. Face à ces positions variées, deux pistes simples émergent pour le lecteur. La première consiste à suivre les décisions répétées plutôt que les déclarations isolées. La seconde est d'observer comment le pouvoir réagit au désaccord, ouverture au dialogue ou repli défensif. Ces indices sont souvent plus révélateurs que les promesses initiales. En définitive, la parole portée par Ibrahim Traoré crée un cadre exigeant non seulement pour ceux qui gouvernent, mais aussi pour ceux qui écoutent. Elle invite à passer d'une réception passive à une observation active. C'est dans cette posture critique, ni naïve ni cynique, que le lecteur peut réellement tirer profit de ce moment politique. À ce stade, la crédibilité du discours se joue dans sa traduction en actions ordonnées, lisibles et évaluables. Une première étape consiste à clarifier les priorités immédiates. Qui décide, sur quel sujet précis et dans quel délai? Sans cette hiérarchisation, la référence à la dignité collective reste trop abstraite pour guider l'action publique. La parole crée l'élan, mais seule la sélection rigoureuse des chantiers le transforme en direction. La deuxième étape concerne les mécanismes de participation. Si la responsabilité est réellement partagée, alors des espaces concrets doivent exister pour l'exprimer. Cela peut prendre la forme de consultations ciblées, de relais locaux ou de dispositifs de retour d'informations. L'objectif n'est pas la unanimité, mais la traçabilité des choix. Dans ce cadre, la légitimité se renforce lorsque les décisions sont expliquées, même lorsqu'elles sont difficiles. La troisième étape porte sur la mesure. Chaque engagement doit être associé à un indicateur simple, compréhensible, permettant de vérifier les progrès ou les retards. Sans cette discipline, l'écart entre intention et réalité se creuse rapidement. Pour Ibrahim Traoré, accepter cette logique de mesure revient à ancrer la parole dans une temporalité concrète, plutôt que dans un registre uniquement symbolique. La quatrième étape concerne la gestion des désaccords. Un projet fondé sur la dignité
ne peut éviter la critique. La manière dont celle-ci est accueillie devient alors un signal majeur. Dialogue encadré ou fermeture défensive. Ce choix détermine la durabilité du capital politique accumulé. Enfin, une cinquième étape s'impose, celle de la constance. Les gestes doivent se répéter dans le temps pour que le récit s'installe durablement. Pris ensemble, ces éléments dessinent une feuille de route minimale mais exigeante. Elle ne garantit pas le succès, mais elle réduit le risque de dissonance entre mots et actes. La question centrale demeure. Ces étapes seront-elles assumées comme un cadre durable ou resteront-elles implicites et fragiles? Le récit revient maintenant à ce personnage ordinaire évoqué plus tôt, celui qui écoute, observe et ajuste ses attentes. Ce n'est plus seulement un agriculteur, un soldat ou un étudiant, c'est une figure collective façonnée par des années de contraintes et par un moment de parole qui promet autre chose. Le discours a agi comme un repère émotionnel, non en effaçant les difficultés, mais en leur donnant un sens différent, orienté vers la dignité plutôt que vers la résignation. C'est dans ce miroir que la figure d'Ibrahim Traoré prend toute sa portée, non comme un sauveur, mais comme un point de convergence provisoire entre histoire longue de résistance et un présent chargé d'attente. Le rappel est essentiel. Le message affirme que l'homme est remplaçable, mais que l'idée ne l'est pas. Cette tension nourrit à la fois l'espoir et l'exigence. Elle élève le seuil de ce qui est acceptable et rend les incohérences plus visibles. L'émotion qui en découle n'est pas triomphale. Elle est contenue, presque grave. Elle repose sur une conviction simple. Choisir la dignité a un coût, mais renoncer à la cohérence en a un plus élevé encore. Pour ceux qui écoutent, ce rappel agit comme un fil conducteur. Il relie la parole initiale aux décisions futures et transforme chaque geste en signal. La phrase qui s'impose alors est brève, presque sèche mais difficile à ignorer. Une idée engage plus longtemps qu'un homme. Elle résume l'enjeu et ferme le cercle ouvert au début. Reste à savoir si cette charge émotionnelle sera entretenue par des actes constants ou si elle se dissipera face aux réalités quotidiennes. À la fin de cette séquence, il ne s'agit pas de conclure par une certitude, mais d'ouvrir un espace de réflexion partagée. Le discours analysé ne demande pas l'adhésion aveugle ni la ferveur immédiate. Il propose un cadre exigeant et parfois inconfortable dans lequel chacun est invité à observer, comparer et juger dans la durée. Cette posture vaut autant pour les citoyens directement concernés que pour ceux qui regardent de l'extérieur. Pour certains, l'intérêt principal réside dans la dimension symbolique, la réaffirmation de la dignité comme principe directeur. Pour d'autres, c'est la méthode qui compte davantage, la cohérence entre paroles répétées et décisions concrètes. Dans les deux cas, le rôle du public n'est pas passif. Il consiste à maintenir une attention critique capable de reconnaître les avancées sans ignorer les écarts. La trajectoire d'Ibrahim Traoré, telle qu'elle se dessine ici, sert moins de réponse définitive que de point de départ analytique. Elle invite à suivre des faits, à relier des choix et à refuser les jugements hâtifs, qu'ils soient enthousiastes ou cyniques. La question finale reste volontairement ouverte car elle appartient à chacun. Comment distinguer dans les mois à venir une parole qui mobilise durablement d'un moment qui n'aura été qu'un signal éphémère?